Ça représente quoi pour toi ce projet d'école ici sur la colline? C'est une très grande réponse pour ma vie. Parce que tout d'abord, étant une religieuse, je ne me suis pas mariée. Je ne le regrette pas, notez bien, monsieur, je vous l'ai dit. Mais j'ai eu le bonheur d'avoir beaucoup d'enfants. Et j'ai eu le bonheur de beaucoup d'enfants. Dans le pays du Congo, j'ai travaillé avant. Et maintenant au Rwanda, quand je suis venue en catastrophe, parce que le pays venait subir cette période de génocide, mon ambition, mon désir était de donner un coup de main pour relever ce qui venait d'être très gravement blessé. Alors j'ai essayé avec mes deux mains, quelques mois, de rencontrer les mamans, de rencontrer les enfants, mais je voyais que c'était vraiment insignifiant. Alors je me suis dit, peut-être je vais revenir à l'exemple de nos fondatrices qui s'occupaient des écoles. J'ai demandé à ma congrégation si nous pouvions commencer une école sur cette colline que vous avez visitée, qui était vide alors là, sûrement vide. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de maison, il y avait une maison qui était très fort abîmée. Et tout le monde trouvait que c'était une folie qui n'allait pas se réaliser. Et jour après jour, petit à petit, à ma grande surprise, la vie était possible. Jusqu'à ce qu'on a pu. Ce que je vous raconte, ça date de 1997. Et ce n'est qu'à l'an 2000 qu'on a pu venir ici, 3 ans après. Donc le projet, j'ai eu le temps de mûrir le projet durant 3 années. Et puis de venir, et mes plus jeunes sœurs sont venues avec moi. Et voilà où nous en sommes. Quelle différence est-ce que ça va faire pour les enfants ici du village d'avoir une école tout près de chez eux? Oh, d'abord, économie d'énergie. Chaque matin, les enfants marchent 1 heure, 2 heures à pied. Et puis là, nous aurons aussi la joie de suivre le niveau des enfants. Vous comprenez? On donnera 10 temps voulu, 10 temps à chaque enfant pour que chaque enfant puisse progresser à son rythme. Après tant d'années d'expérience, après avoir rencontré tant d'enfants, maintenant je pense qu'il est temps aussi de s'occuper d'un enfant le plus pauvre du village, le plus abandonné, le plus éloigné de la ville. Voilà. Pour vous, ça représente quoi d'avoir un groupe d'élèves qui débarquent de Belgique ici? Ça signifie quoi pour vous? Ça, c'est une vitamine que je ne sais pas comment je peux appeler ces vitamines. Ça me fortifie. Parce que à un certain moment, les professeurs de l'école belge m'ont beaucoup aidé à travers Grégory, d'autres professeurs aussi, avec qui j'ai travaillé à l'école belge. Ils ont fait leur possible. Mais on était maintenant à un moment où nous étions, ça s'arrête. On ne sait plus continuer. Il n'y a plus de budget. Et tout d'un coup, j'entends Grégory qui me dit, mon frère veut venir en Afrique. Quoi? Je dis, Grégory, répète encore quoi? Il va venir en Afrique. Oh, il veut venir au Rwanda. Oh, je dis, mais quoi alors? Il va venir surtout pour travailler. C'est pas possible. Mais, alors, les rêves s'est réalisé. J'ai vu Grégory à l'aéroport de Kigali parce que j'avais dit je viendrai pour voir si ces rêves vont se réaliser. J'ai eu l'occasion de les accueillir. J'ai eu l'occasion de transporter les valises jusque dans de les accompagner jusqu'au logement. Parce qu'à ma maison que j'habite aujourd'hui, impossible de les abriter. Mais viendra un jour où ce sera possible. Moi, j'ai vu d'espoir. Donc c'est un grand vitamine pour moi. Ces années, quand vous êtes revenu de Belgique, ouais. Et où c'était la guerre ici, ça a dû être très dur pour vous. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué de cette époque? Eh bien, j'ai été fort marquée
par les blessures du cœur humain. Les gens étaient très, très blessés. Des chagrins en profondeur. Prêcher, qu'est-ce qu'il fallait dire? Alors, je ne sais pas comment c'est arrivé, je me suis dit un jour, il faudra que je les accompagne, que je marche avec eux. Et c'était la période où on allait chercher les personnes dans la fosse commune. J'ai eu l'occasion, messieurs, j'ai eu l'occasion d'être au bord de la fosse commune en accompagnant les enfants qui cherchaient leurs parents ou les parents qui cherchaient leurs enfants, qui les reconnaissaient grâce à la couleur des habits ou un objet qu'on portait sur le bras ou un chapelet ou une médaille. J'ai vécu là-dedans. Alors, ce qui m'a marqué aussi, c'est la période de trouver, connu ou pas connu, cet être humain qui était déchiré, qui était abîmé, qui était mort à catastrophe. Et prendre les os, il y avait des os, c'est tout ce qui restait. Les os et les habits, le temps de laver ça, le temps de chasser ça, le temps de mettre ça dans les cercueils, le temps d'accompagner les familles pour les inhumer avec honneur. Non, ça c'est, je ne sais pas comment dire cette expérience. C'était un moment très dur, mais à ma grande force, à ma grande surprise, j'avais une force. Le soir, on était fatigué, j'allais me coucher. Le lendemain, j'avais encore une autre force. On allait continuer avec tout, partout il y avait des forces communes, j'ai pu accompagner. Ça, j'ai fait. Deuxième période, je me suis dit, il faut que je m'associe à quelque chose. À ce moment-là, je ne connaissais pas encore le corps belge. Je m'associais aux associations de veuves. Je me suis engagée avec les veuves de nouveau. Qu'est-ce qu'il fallait leur dire? Ce n'était que la présence, être à côté, les écouter, les regarder. Ce n'est que petit à petit que j'ai commencé à parler. Mais mon premier outil de travail, c'était la présence, c'est tout. C'était innommable. Je ne sais pas vous décrire ça. Innommable. Ce que les gens avaient vécu. Alors ma grande joie, c'était de voir quand même comment un être humain peut se transformer du jour au lendemain et revenir en vie. J'ai vu des femmes qui ne voulaient plus se laver, qui ne voulaient plus se coiffer, qui ne voulaient plus balayer leur maison parce que leur mari était mort, qui ne voulaient plus prendre un fruit parce qu'ils disaient, j'ai donné les fruits à mes enfants, maintenant je n'ai plus les enfants pour donner des fruits. Mon mari est mort, pourquoi je dois manger? Et petit à petit, je disais, fais-moi plaisir quand même. Mange une petite banane avec moi. Et voilà, petit à petit, petit à petit. Alors, c'est arrivé à les moments où je me disais, je ne peux pas continuer à jouer ce jeu-là. Il faut que je m'engage. J'ai cherché du travail parce que il fallait vivre aussi. Et heureusement, l'école belge m'a accepté. Il m'a engagé tout de suite. C'est M. Yap que je n'oublierai jamais, en Belge aussi. La Belgique, je lui dois beaucoup. Et M. Yap m'a engagé, je travaille comme enseignante à l'école primaire et à l'école secondaire. Ce qui m'a donné un salaire. Je devais faire un effort sur moi-même, mais au moins le petit salaire montait. Et mes sœurs vivaient convenablement. Petit à petit, notre congrégation nous a aidés beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est arrivé à sortir dans les transports communs, on est entré dans les transports de notre petite voiture personnelle. Et voilà. Et voilà.
Après la pluie vient le beau temps. Vous avez une jolie fresque sur le mur de votre maison. Oui. Vous pouvez m'expliquer un peu la symbolique? Et quand nous sommes arrivés donc sur cette colline où il y avait eu des catastrophes, on se disait au moins on va se fixer sur cette colline au service des enfants, au service des femmes et au service des hommes. En un mot, c'était la Sainte Famille, quoi. Que la Sainte Famille nous protège pour protéger les familles que nous allons rencontrer. Et l'artiste qui m'a aidé, avec qui j'ai parlé, j'ai dit, je rêve à un pays de 1000 collines, vous verrez les collines là, où le soleil est pour tous. Je rêve où tout le monde aura assez d'eau. Vous verrez, il y a le passage d'eau là-bas. Oh, c'était plein de rêves. Et chaque jour quand je passais là à côté, je me dis, Seigneur, aide-nous. Que ces rêves puissent se réaliser. Que les enfants vivent. Que les mamans s'épanouissent. Que les hommes trouvent la paix. Que le pays soit reconstruit. Et voilà.